Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec le conseiller Joseph Da Silva. Natif de Hull, Joseph Da Silva a grandi au sein d'une famille 100% portugaise. Après avoir complété ses études secondaires, il entreprend une longue carrière au sein de la fonction publique canadienne. En 1993, il devient commissaire à la commission scolaire des draveurs. C'est en 1999 qu'il fait le saut en politique municipale dans l'ancienne ville de Gatineau en tant que conseiller. Joseph Da Silva, je vous ai présenté comme le conseiller Da Silva, mais en réalité, vous avez annoncé le 28 janvier dernier votre démission comme conseiller. Donc, au moment où l'émission est diffusée, vous n'êtes plus conseiller. Est-ce que vous êtes toujours satisfait ou en paix avec cette décision-là que vous aviez prise en janvier dernier? Très en paix. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas si longtemps dans les journaux le nom des candidats dans tous les districts. Et quand je suis arrivé sur le district du Versant, j'ai vu que mon nom n'était plus là. Et j'ai pas eu d'émotion, honnêtement. J'ai mûri mes décisions pendant à peu près 1 an et demi, près de 2 ans. J'en parlais à la maison avec mes proches. Puis, je pense que quand je l'ai annoncé, après les fêtes, j'avais vraiment, là, la décision était claire. Et il était pour moi de passer à d'autres choses. Et dans la vie de Joseph Da Silva, donc c'est vraiment une nouvelle vie qui commence, aucun regret, la paix par rapport à tout ça. Oh, et on va commencer par le début. Dans la mini-biographie, on précise que vous êtes natif d'une famille 100% portugaise. Et c'est vous qui avez tenu à ce qu'on le dise, parce que pour vous, ça a une certaine importance dans votre parcours particulier. Vous êtes tous nés, en fait, les 3 enfants, vous êtes nés à Hull, donc au Québec. Les parents sont véritablement natifs du Portugal et ça a une certaine signification pour vous. Oui, bien, j'ai une fierté. Disons que les valeurs familiales, la culture, j'étais quand même chanceux d'être capable de la garder. Mes parents viennent des Açores, de l'île Saint-Miguel, et précisément le village de Maya. Beaucoup de Portugais dans le secteur dans l'Outaouais et Gatineau viennent de ce village. Et je peux dire que j'ai 100% du sang qui me coule dans les veines sont portugais. Oh, ouais, j'ai même ma citoyenneté portugaise parce que même si je suis né à Hull, le fait d'avoir nos parents nés au Portugal, tu peux avoir ta citoyenneté. Et l'ambassadeur m'avait demandé de faire la demande et je l'ai reçue. Puis j'ai 2 citoyennetés, j'ai cette fierté-là. On sait qu'il y a actuellement une grande communauté portugaise, particulièrement là, sur l'île de Hull, autour de la paroisse Sainte-Bernadette, je pense. J'imagine qu'on est un petit peu étendu maintenant. Mais est-ce qu'au moment où de votre jeunesse, vous étiez vraiment, comme jeune, intégré dans cette communauté portugaise-là? Pas du tout. Pas du tout. Parce que jeune, je peux vous dire que j'ai 2 cultures. 50% de ma culture est québécoise. J'ai étudié à l'école avec des Québécois et je me considère très québécois. Mais j'ai aussi l'autre 50% de la culture qui est portugaise, qui était la culture à la maison, les valeurs familiales, tout ce que mes parents m'ont transmis, c'était complètement, on peut dire, très portugais. Mais vous savez que les valeurs, ça se ressemble quand même avec des Québécois d'ici, des gens de Hull que j'ai connus, des amis que j'avais, des parents. Les valeurs familiales, c'était très bon, c'était proche, ça se ressemble. Mais vu de l'extérieur, M. Da Silva, et peut-être qu'on se trompe, mais on a l'impression que les Portugais, effectivement, là, très familial, très centré sur la famille, mais on a l'impression que c'est un noyau qui est plus sévère ou moins permissif que ce qu'on peut vivre ici comme Québécois. Ce que je peux dire, c'est que les valeurs qui sortent de la famille, n'oubliez pas que les Portugais, quand ils sont arrivés ici, je vais parler de mon père, puis j'ai une fierté de parler de mon père, il est arrivé ici avec rien, et même pas la langue. Il ne parlait pas français, ni anglais, ni italien, seulement que portugais. Puis il s'en venait dans l'Amérique du Nord faire fortune. Parce que dans le temps, les baby boomers, dans les années 50, après la guerre, la construction, ça a levé. Mais il n'y avait pas de main-d'œuvre, de métier. Et le gouvernement du Canada a fait la demande des pays d'Europe pour rapatrier des gens avec des métiers pour construire des maisons au Canada. Mon père était un de ceux-là. Il était bricoleur, d'ailleurs, votre père. C'est ça.
Et quand il s'est retrouvé ici, le travail en abondance, mais pas beaucoup de main-d'œuvre. Effectivement, j'imagine qu'on travaillait très fort. Exactement. Il travaillait des 12, 14 heures, 16 heures par jour. Puis, ce qui est, je peux dire que les Portugais se tenaient ensemble. Il n'y avait pas de famille. Ça fait que le soir, ils se réunissaient. Les dimanches à la messe, après la messe, ils se réunissaient sur les perrons, puis ça jasait, comme les Québécois faisaient aussi. Mais eux, c'était leur famille, c'était ça. Et votre mère a travaillé longtemps pour les Sœurs Grises. On est sur la rue Amherst à Hull, et votre mère qui a travaillé pour les Sœurs Grises. On sait toute l'importance de la religion catholique pour la communauté portugaise. Encore aujourd'hui, maman va avoir 79 ans au mois d'août. Et j'ai ma tante qui va avoir 85 ans, qui vit avec maman. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, ils ont le chapelet, puis ils prient là, chaque petite boule du chapelet, là, tous les jours. Là, ils font le tour du chapelet. Et ils prient pour nous autres. Ils nous disent qu'ils veulent qu'on ait de l'abondance, qu'on ait la santé. Et je les vois faire tous les jours là, quand je vais les voir. Les enfants, vous vous êtes intégrés, vous le dites vous-même, vous êtes 50 québécois. Est-ce que les parents, au fil des années, vos parents, est-ce qu'ils ont appris la langue? Est-ce qu'ils ont réussi à s'intégrer au niveau de la vie québécoise? En ce qui concerne ma mère, oui. Elle a appris le français rapidement parce qu'en travaillant avec les Sœurs Grises, elle a appris à parler avec eux. Et toujours avec cet accent portugais, là, mais on pouvait la comprendre. Mon père, lui, commençait à apprendre l'italien. Avant toute autre langue, c'est l'italien parce que c'est chantier de construction. Il travaillait avec des Italiens, des Portugais. Ça se mélangeait et ça travaillait ensemble. Et après, il a commencé à parler l'anglais. Puis disons que papa, on fait des farces. Il parlait un peu de 3-4 langues en même temps, mais tout le monde n'a à bout de le comprendre. Est-ce que vous avez gardé, par contre, de cet héritage portugais-là? En fait, ce que vous avez traîné dès votre tout jeune âge, c'est le goût de travailler ou la possibilité de travailler. À 12 ans, vous commencez déjà à travailler. Écoutez, à l'âge de 8 ans, je pense que c'est en troisième année, c'est 7-8, c'est ça. À l'âge de 8 ans, je commençais à écrire des chèques pour mes parents. Mes parents ne pouvaient pas écrire français, des chiffres. Ça fait que maman me disait, là, il faut que tu me fasses un chèque de 20 quelques dollars pour payer les drogues. Ça fait que là, j'écrivais, je faisais des chèques. À cet âge-là, j'avais des responsabilités. Et ce que papa nous a toujours dit, il dit, vous autres, là, mes enfants, vous allez à l'école en français, ici. Si moi, je suis capable de réussir, vous autres, vous êtes capables de faire le double. Réussir le doublement. Encore mieux que moi. Et c'était la pression qu'on avait toujours sur le dos. Et ce que mon père nous a toujours dit aussi, il dit, dans la vie, on est arrivé ici avec rien, j'ai réussi. Vous autres, il va falloir que vous appreniez à faire des coussins, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Donc, les coussins, vous les avez commencé très jeune? C'est des économies. Ouais. Investir, faire des économies et penser à demain. Puis il dit, si un jour tu n'as pas la chance de toutes les dépenser, il y aura tes enfants qui seront là à qui tu pourras transférer tes sous. Comme moi, je pourrais les transférer à vous autres. Ça fait qu'aujourd'hui, bien, à 55 ans, je vous dis que je suis retraité de la fonction publique. J'ai travaillé quand même 27 ans, bien, j'ai 32 ans de fonds de pension. Et je prends ma retraite municipale aussi au mois de novembre. Mais tout ça, c'est des conseils que mon père m'a toujours répétés toute ma jeunesse, jusqu'à ce que Dieu vienne le chercher en 96. Vous dites sur votre compte Facebook, et j'ai trouvé ça très savoureux, vous dites que vos études, vous les avez faites à l'Université de la vie. Et pour vous, c'est important, cet apprentissage-là que vous avez fait au jour le jour, avec les gens que vous avez rencontrés, avec les positions que vous avez occupées. J'ai grandi parmi le monde, sur le terrain. Je ne pouvais pas aller ni au cégep ni à l'université, puis je me suis marié à 18 ans. Ouais. Ça fait qu'à 20 ans, j'allais avoir 20 ans quand j'étais papa. Mon premier fils est venu au monde et 22 ans quand mon fils, le dernier, André, est venu au monde aussi. Ça fait que j'étais jeune papa. Rapidement, j'ai eu des grandes responsabilités. Et je peux vous dire qu'à 18 ans, j'ai acheté ma première maison. Et pourquoi? C'est parce que jeune, j'ai commencé à travailler. Je m'en rappelle, peut-être à 10 ans, je servais j'étais pompiste au garage Champlain. Et je me rappellerai tout le temps du propriétaire, Maurice Gravel, qui me prenait soin comme moi, comme si j'étais son fils. Et il me payait 5 $ par semaine pour pomper l'essence.
Puis après ça, ben, j'ai fait de la livraison pour des dépanneurs. Il y a le dépanneur La Flèche, qu'aujourd'hui, c'est le bistrot-bar Les 4 jeudis. 4 jeudis. Ouais. Et j'ai été aussi travailler pour M. Labelle au coin de la rue Victoria, puis Laval. Tout le temps avec des augmentations. Je faisais 50 cents de l'heure. L'autre me donnait 75 cents de l'heure. Et j'ai fini par travailler sur l'épicerie Bertrand, dépanneur Bertrand, au coin de, je pense, c'est Le Duc, puis Frontenac. Et par après, celui qui est ouvert, Pont-Balance et Portugais. Il y avait un petit mini-marché là, qui est ouvert au coin de Saint-Jacques puis à Frontenac. J'ai travaillé là, je pense que j'avais 15 ans. J'ai toujours fait de quoi pour ramasser mes sous, parce que mes parents, dans le temps, ils travaillaient fort pour ce qu'il y avait, mais ils voulaient mes parents voulaient me faire connaître c'était quoi la valeur de l'argent. Et ça ne poussait pas d'un arbre. Il fallait travailler pour l'avoir. Et j'ai grandi comme ça. Vous disiez tantôt que, bon, à cause des responsabilités que vous avez prises très jeune, donc 18 ans, vous étiez père à 20 ans, Oui. vous n'avez pas pu aller ni au cégep ni à l'université. Non plus. Avec le recul, est-ce que vous avez certains regrets ou une certaine amertume de ne pas avoir pu réaliser cette... Parce que j'imagine Non. que ça a dû être un de vos rêves, M. De Silva. J'aurais aimé aller à l'université. Je savais que j'avais les capacités. D'ailleurs, j'ai été quand même assez chanceux. À 18 ans, j'ai commencé à travailler au gouvernement fédéral et j'ai gagné mes galons graduellement. J'ai pris des cours à l'interne et des cours d'administration, des cours de toutes sortes de cours de perfectionnement. Et c'est de là que j'ai grandi. Et je peux vous dire aussi que j'ai été dans une école de vie au niveau du bénévolat, comme entraîneur de hockey, comme gérant, comme directeur. Je faisais affaire avec toutes sortes de monde. Mais jamais je me suis demandé avec qui je faisais affaire. Médecins, avocats, des professionnels. Ils arrivaient à l'aréna avec leurs enfants. Pour moi, c'était tous des parents. Je ne me posais même pas de questions. Moi, j'arrivais, j'étais un gars organisé. J'ai comme ça, je fonctionne. Voici les règlements de l'équipe. Est-ce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord? Puis j'étais structuré. Et ça m'a toujours rendu... ça a toujours été bénéfique pour moi. Et ça a été vos études, l'apprentissage avec les gens, l'apprentissage au niveau de, Oui, monsieur. au niveau de travail, au niveau du bénévolat et tout ça. Parlez-moi-en, parce qu'au hockey, il y a toutes sortes de monde. Oui. C'est un grand monde. Puis, je pense que Hockey Gatineau disait que c'était une école de vie. Mais je peux vous dire à 200 % que c'est vrai. J'ai grandi dans le bénévolat comme ça. Puis de là, j'ai continué à vivre, à grandir et à vivre des expériences qui ont fait de ce que je suis aujourd'hui. Si vous permettez, M. Da Silva, on va prendre une pause et de l'autre côté, on va peut-être parler de votre passage en politique municipale. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. De retour à entretien pour continuer notre discussion avec Joseph Da Silva. Monsieur Da Silva, juste avant la pause, on a parlé un petit peu de votre parcours comme jeune homme, si on veut. Vous avez dit que vous êtes marié à 18 ans. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais en 1986, survient une séparation. 1988, vous obtenez la garde légale de vos 2 fils. J'imagine que ce sont des événements là, qui ont modelé beaucoup l'homme que vous êtes devenu. Disons que c'était des moments très stressants quand on vit des événements comme ça, mais disons qu'aujourd'hui, on en rit. Puis on a passé par-dessus, puis on a de la fierté aussi que je ressens d'avoir eu 2 garçons,
Des garçons que, comme tout père ou toute mère, tout parent, des fois, on pointe des périodes difficiles à l'adolescence, mais qu'aujourd'hui, encore, on regarde en arrière et on se dit, ben, le soleil brille aujourd'hui, puis je suis choyé, puis je trouve que la vie est belle. Je suis grand-père de 9 petits-enfants et je dois vous dire que j'en ai 5 de sang et 4 par alliance. Mon bébé, André, 31 ans, son épouse va avoir un bébé à mi-août, une petite fille, qui va faire un total de 10 petits-enfants. Évidemment, on sait qu'on n'a pas de cours pour devenir parent. On nous donne ces petites bêtes-là dans nos bras et on fait notre possible. Mais quand on n'a pas nécessairement les outils, quand vous vous retrouvez là, seul avec ces 2 enfants-là, quel genre de valeurs vous avez voulu leur transmettre du mieux que vous pouviez, évidemment? Je pense que c'est l'instinct est là, l'instinct humain. Il y a une force qui vient d'en haut. Moi, je suis un croyant. J'avais une force qui venait. Je disais tout le temps, Dieu était là pour m'aider, pour me donner de la force de vivre ça. Puis j'ai été chanceux, puis j'ai rencontré des conjointes qui m'ont donné des fiers coups de main pendant plusieurs années. J'ai pas été... je vous dirais pas la vérité que vous dire que j'étais seul. J'ai toujours eu quelqu'un près de moi pour m'aider, une conjointe. Puis avec le temps, avec la vie, on grandit, puis... vous savez, on dit tout le temps, d'où vient la patience? Mais moi, je dis que ça vient d'en haut. On veut pas, on a une patience qui se forme en nous, puis on réussit à passer à travers parce que nos enfants, c'est notre sang. Et ça passe avant tout. On vous a vu arriver sur la scène publique un petit peu. Dès 1993, vous êtes devenu commissaire à la commission scolaire des Draveurs, donc la commission scolaire dans le secteur de Gatineau. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous impliquer dans le monde scolaire? Disons que le bénévolat, j'ai toujours fait du bénévolat. Moi, j'organisais à l'école des tournois de ballons chasseurs, le ballon prisonnier qu'on appelait. Oui. Du hockey salon aussi, dans les gymnases avec le terrazzo, là. Et plus tard, en étant papa, j'ai amené des critiques contre le système d'éducation, comme tout le monde. Puis mon père m'a toujours dit, au lieu de critiquer, implique-toi, puis vas-y. Va voir ce que c'est, va essayer de faire mieux. Puis école, j'ai école de la montée, mon fils est arrivé là. Et j'ai fait partie du comité d'école. On était 25 parents dans le temps. Aujourd'hui, on appelle ça les conseils d'établissement. Ouais, voilà. Ils sont moins nombreux aussi. Mais là, dans le temps, on était 25. J'étais devenu vice-président du comité d'école la même année, là, après quelques petits discours. Là. Puis, à ce moment-là, on a le commissaire d'école, Pierre Villemer, qui était commissaire d'école, il était venu nous rencontrer disant qu'il prenait sa retraite, qu'il laissait la commission scolaire. Puis, les gens se sont tous virés vers moi, puis on dit, Joseph, c'est toi qu'on veut qu'il nous représente, on va travailler avec toi. Et il y a eu une campagne électorale qui s'est faite. On a fait une campagne électorale comme si c'était municipal. Ouais. Et je me rappelle, l'autre candidate, c'était Mme Adrienne Carpentier, qui était une enseignante de l'école de la Montée, qui avait pris sa retraite. Et il y avait Mme Mariette Sigouin, qui était directrice retraitée de cette école-là, qui l'aidait. Puis j'ai été comme un candidat surprise qui a gagné les élections, parce que beaucoup de gens pensaient que Mme Adrienne Carpentier aurait passé. Mais j'avais une équipe de parents derrière moi là, qui travaillait tellement fort. Et ensemble, on a passé à travers. On sait qu'il y a certains partis politiques sur la scène provinciale qui voudraient abolir les commissions scolaires. Vous, après y avoir travaillé directement de l'intérieur, est-ce que vous voyez l'utilité des commissions scolaires comme telles? Moi, je pense que les commissions scolaires devraient toujours exister au niveau pédagogique. C'est très, très important et des décisions à prendre là. Où ce que je vois maintenant, n'oubliez pas, j'ai des collègues qui vont me rencontrer après et vont me dire le contraire, mais au point de vue des plateaux. Moi, quand j'étais là, on négociait avec les villes pour avoir les plateaux. Exemple, l'utilisation des piscines, des polyvalentes et quoi que ce soit. Moi, je pense que les plateaux, ça devrait être géré par la municipalité. Parce qu'actuellement, on a négocié, là, ça va bien. Mais quand il y a des négociations ne viennent pas à bout,
On dit tout le temps, c'est toujours le même payeur, c'est toujours le même citoyen qu'on dessert. Et l'argent, ça vient tout le temps de la même poche. Voilà. Ça fait que je me dis, nous, on est avec les infrastructures. Les infrastructures devraient nous venir à nous pour les gérer. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et ce qui touche la pédagogie, ça devrait rester aux commissions scolaires. 1999, vous faites le saut en politique provinciale. Et là encore, vous disiez tantôt que vous avez été le candidat surprise au niveau de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous l'avez emporté par 59 voix, si je ne m'abuse, contre Jean Deschênes, qui était là depuis fort longtemps. Pour un mandat. C'est ça, pour votre premier mandat. Le soir de la victoire, M. Da Silva, après ça a été battu, j'imagine, fortement. Comment on se sent ce premier soir-là? Je vais vous dire, j'étais fatigué, brûlé, plus d'énergie, mais j'avais une fierté devant toute l'équipe qui était derrière moi, qui était là. J'avais de tous les âges. J'avais monsieur et madame pilote, j'avais des gens de partout. De tous les âges qui étaient là, la fierté d'avoir été dit, moi, là, ce sont les citoyens qui m'ont choisi. C'est le peuple qui m'a choisi de les représenter. Pour moi, c'est une fierté, un honneur. Et vous étiez, on le sait, dans l'ancienne ville de Gatineau, pardon. C'est Robert Labine qui est le maire. Vous avez été là pendant 2 ans avant qu'on impose la fusion avec la ville de Gatineau. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mes 4 mandats municipaux, j'ai eu, même à la commission scolaire, j'ai été sur l'exécutif, j'ai eu des rôles quand même assez importants, des responsabilités. Mais au municipal, j'ai été maire suppléant pour M. Bob Labine. Quand je l'avais rencontré, il me l'a dit carrément, il dit, c'est toi qui vas faire mon maire suppléant. Et après ça, avec la fusion, j'étais avec M. Ducharme. Disons que M. Ducharme m'évitait un peu parce que j'étais maire suppléant de Bob Labine. Je comprends, c'est ça, la politique. J'ai été un peu plus tranquille pendant ces 4 années-là. Bien, quand je dis tranquille, disons que je disais ce que je pensais, mais j'avais des rôles moins importants. Et quand M. Bureau a été élu maire en 2005, je suis devenu vice-président du comité exécutif et aujourd'hui, je suis en train de compléter le dernier mandat comme maire suppléant aussi. Ça fait que je peux dire que j'ai été très, très, très choyé, gâté par la vie et même dans ma vie politique. Je quitte la vie politique aussi heureux et aussi excité que quand je suis rentré. Parce qu'aussitôt que j'ai annoncé que je quittais, j'ai reçu une multitude de courriels, des commentaires en Facebook et des gens qui m'ont appelé pour me féliciter puis me dire comment est-ce que... me donner des compliments. Puis moi, je me dis, je ne peux pas demander mieux dans ma vie de quitter la tête haute puis être capable de regarder les gens dans les yeux. Vous étiez là dès la fusion, au moment de la fusion, dans l'ancienne ville, dans la nouvelle ville de Gatineau. Comment, pour un conseiller, ça se passe? Comment la transition s'est faite? Est-ce que vous avez, après 12 ans maintenant, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une fusion réussie, M. Da Silva? Disons qu'au début, c'était difficile parce qu'on avait la culture de chacun des 5 villes, en plus de la CUO, qui est impliquée là. Tout le monde avait sa culture, sa façon de faire. Et encore le premier mandat de la fusion, tout le monde tirait sa couverte. Encore aujourd'hui, il y en a qui le font, mais disons que dans ce temps-là, c'est encore plus évident. Et c'est certain qu'aujourd'hui, avec une grande ville, les avantages que ça l'amène, c'est que nous n'avons plus à se tirer la couverte de savoir qui va obtenir la compagnie high-tech, puis on va l'installer à quelle place. Maintenant, là, l'high-tech s'en va à telle place, les industries s'en vont pas loin du parc d'aéroport. Ouais. Chaque chose a déjà sa place, puis on n'a plus à se chicaner entre nous pour savoir qui va tirer quoi. On a ce contrôle-là. Par contre, à l'interne, il y a eu des gros changements au niveau des fonctionnaires que je respecte beaucoup. J'ai toujours respecté. J'en suis un moi-même comme fédéral. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. J'ai vu, avec beaucoup de peine, des fonctionnaires quitter, des hauts cadres, des hauts fonctionnaires, quitter la ville et partir parce que c'était devenu invivable. Les changements se sont faits tellement rapides, c'était tellement gros. Et
ça allait tellement vite que c'était difficile à suivre. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont quitté, parce qu'à un moment donné, c'était invivable. De 1993, votre première élection. 2013, la démission ou la retraite. C'est peut-être le meilleur terme à plutôt la utiliser. retraite. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on se souvienne du passage de Joseph Da Silva en politique? Écoutez, moi, comme personne, j'ai toujours été une personne intègre. J'ai jamais eu peur de dire ce qu'il pensait. Mais les beaux projets que j'ai toujours... Moi-même, je vais me souvenir tout le temps, c'est la construction d'écoles de cépage au scolaire et l'agrandissement de Montépaiement, que j'ai travaillé très fort avec les fonctionnaires pour vendre l'idée que c'est important de l'agrandir pour le développement ce qu'on parlait dans le temps, le centre-ville de l'ex-ville de Gatineau, Voilà. qui est devenu le centre d'activité du secteur Gatineau. C'est ça. Puis, naturellement, je suis très heureux d'avoir fait partie des conseils municipaux qui ont travaillé depuis mes élections à aller aujourd'hui pour la construction du centre sportif, qui est un joyau aujourd'hui pour notre ville. Je la vois, puis encore, je me promène dans ce centre-là, puis je dis, quelle joie d'avoir ça. C'est la fierté de l'avoir travaillé faire partie de l'équipe et aujourd'hui d'être capable de marcher dedans, puis d'écouter les gens qui viennent d'ailleurs, puis c'est bien beau, ça. On devrait en avoir partout de ça. On parle de retraite comme fonctionnaire, on parle de retraite comme conseiller municipal, comme homme politique. M. Da Silva, en terminant, j'ai bien de la difficulté à m'imaginer que Joseph Da Silva va vraiment prendre une retraite. J'imagine, en moins d'une minute, j'imagine qu'on risque de vous voir vous impliquer quand même dans votre communauté. Je suis déjà... en annonçant le 28 janvier, le lendemain, j'avais des appels et des courriels. J'ai accepté la présidence d'Aspia de l'Amitié, du conseil d'administration de l'Aspia de l'Amitié, et aussi faire partie du CA du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, qui est Mme Dr Anne-Marie Bureau, qui est la maître d'œuvre de ce centre. Et aussi les Jardins du Souvenir. Je suis membre du CA du Jardin du Souvenir, la gérance des 6 cimetières et d'une nouvelle maison funèbre qu'ils ont maintenant. Voilà, M. Et le comité organisateur du Festival des Montgolfières. Alors, on va suivre ça de près. Merci infiniment, M. Da Silva. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre entretien.